Un des points culminants de cette interrogation portée à l'endroit du plus grand sérieux, dans notre vie réelle cette fois-ci, fut la lecture que tu as faite de Maître Eckhart sur la tombe de ton père, au cimetière de Bordeaux. Nous y revoilà encore. Cet événement de lire Maître Eckhart à la tombe de son père éclaire, me semble-t-il, d'une manière surprenante, la tienne, comment tu dénoues le rapport du fils au père par l'écriture. Question centrale qu'Antoine Guggenheim a formulée avec force en théologien lisant tes livres. Je vais arrêter ici ce canevas d'hypothèses à partir desquels j'ai choisi quelques extraits d'un vrai roman, Tes mémoires, que je te demanderai maintenant de lire et de commenter. Je vais simplement amorcer les citations, puis je vais te demander de le lire toi-même. Alors, c'est page 19. Mais revenons à la naissance biographique. Elle ne s'est pas faite sans mal, paraît-il. Alors, tu nous lis le paragraphe ? Ce n'est pas une naissance biographique, c'est une naissance biologique. C'est ce qui est écrit. Oui, mais j'ai la page sous les yeux. D'accord. Bon. Donc, tu as transformé biologique en biographique. C'est assez important parce que je prétends qu'il y a plusieurs naissances. Il y a une naissance biologique, dont je vais parler là à l'instant, et puis il y a la naissance ensuite plus symbolique qui peut porter sur des rituels divers. Ma naissance symbolique ayant été le fait de me donner à un moment donné un nom. Donc c'est une autre naissance et c'est pas... Alors, donc, voilà ce qui m'est arrivé dans un faubourg de Bordeaux, le 28 novembre 1936, c'est-à-dire ma naissance biologique. Elle ne s'est pas faite sans mal, paraît-il. Forceps. On endosse un corps. Il faudra le vivre avec ses particularités cellulaires et son imposition d'identité symbolique. Très vite, rien ne me paraît normal dans cette histoire. Aujourd'hui encore, j'ai le plus grand mal à y comprendre quoi que ce soit. Le refuge immédiat, c'est la maladie. Otite à répétition, puis mastoïdite, puis asthme sévère. Le cœur bat dans les tympans qu'il faut exciser. Le souffle ne va pas de soi. Il y a quelque chose de plus à écouter ou entendre. La respiration est une sorte de miracle dont on ferait bien de tenir compte très tôt avant d'expirer pour de bon et de rendre son dernier soupir. Le nouveau-né sait d'emblée qu'il est là pour mourir et il voudrait bien savoir pourquoi on l'a jeté dans cette aventure. Tout cela donc surmonté assez tard avec l'appui de larmes sexuelles pensées. Mais enfin, l'enfance est pour moi un continent de lits et de draps froissés, de fièvre et de délire, mêlés d'éblouissements continus au jardin. La maladie récurrente affine les perceptions, les angles d'espace, le grain invisible du temps. Les hallucinations vous préparent à la vie intérieure des fleurs et des arbres. On apprend à trouver son chemin tout seul, à l'écart des sentiers battus, des clichés rebattus, des pseudo-devoirs. J'ai fait beaucoup de figurations, d'ailleurs souvent brillantes, à l'école. Bon en latin, en français, en récitation, pointu en algèbre, évasif en géométrie, désinvolte en physique et chimie, endormi en géographie, mais très réveillé en histoire. Autre chose ? On aimerait que tu enchaînes un peu, que tu nous parles de... Ben ça, c'est donc le... Bon, c'est être jeté. Bon, ça c'est... On est jeté.
Donc le roman familial, à partir de là, n'est pas quelque chose qui plombe l'aventure. Le sentiment d'être le là, si tu veux, au sens vraiment de Heidegger, m'a habité dès le début. J'ai eu l'impression d'être jeté là, dans le là. Après ça, il y a des adultes autour qui s'agitent, il y a de l'histoire dont on va parler, qui n'est pas n'importe quand, et ni n'importe où. Puisque tu insistais sur la biologie, je ne sais pas si tu as envie de parler des draps, des maladies, du souffle, et puis de l'école aussi, où on passe plus loin. On va y arriver, on va y arriver. Bon. Enfin, ça se passe où et quand? Donc, je m'appelle Joyaux, et mon nom d'écrivain va être choisi par moi dans le dictionnaire latin, donc Polytropos Solers. Voilà, j'invente un personnage imaginaire à partir de 14-15 ans qui s'appelle Solers. Alors, nous sommes donc fin 1936. Voilà, on passe par l'histoire. Front populaire en France et guerre d'Espagne, c'est-à-dire pour moi, à travers les volets mi-clos, les hurlements des grévistes. Mes parents ont une usine, voilà, il y a des grèves. Alors, j'entends les hurlements des grévistes, donc, assez vite. Joyaux au poteau. Ce slogan martelé, je l'entends encore, et je dois avouer que je l'ai trouvé par la suite plutôt naturel. Il y a les riches et les pauvres n'aiment pas les riches ne voient pas les pauvres, tout cela est normal. Nous sommes quand même des bourgeois spéciaux, exceptionnels même dans cette région de France. Usines, banques, camions, livraisons, ce n'est pas reluisant ni correct. Le prolétariat voué, c'est bien le moins. La petite bourgeoisie vous jalouse à mort. La bourgeoisie traditionnelle feint de vous mépriser, mais envie votre réussite. Vous avez donc contre vous les staliniens, les fascistes, les conservateurs, ça fait beaucoup de monde, et ça explique pourquoi votre famille, 2 frères ayant épousé 2 sœurs et vivant dans 2 maisons symétriques avec un grand jardin, particularité encore très présente, ouais. Ça explique pourquoi votre famille semble ne pas avoir d'amis. Vous avez spontanément un peu de morale et même une sorte de sympathie pour les communistes. Vous essaierez plus tard de les amadouer. Erreur. Sous toutes les dénégations égalitaires, fraternelles et républicaines, la France est et reste le pays de la lutte des classes et de l'obsession sociale. Même dans l'uniformisation en classe moyenne, l'empreinte demeure avec culpabilité profonde par rapport à l'ancienne aristocratie raccourcie, tombée depuis dans le cirque people. Alors, tu as voulu qu'on reprenne aussi le roman familial que tu évoquais rapidement, c'est la page 14, roman familial plus qu'étrange. Roman familial plus qu'étrange. 2 frères ayant épousé 2 sœurs. J'ai cherché beaucoup s'il y avait des équivalents, enfin, au point de... Bon, Rousseau, mais c'est pas ça. 2 frères ayant épousé 2 sœurs vivent dans 2 maisons jointes et symétriques, chaque pièce de l'une étant l'exacte réplique de celle de l'autre. D'un côté, alors il y a un homme, une femme, Laure, et un parrain qui est plus que mon cousin. Il s'appelle Pierre Joyaux, moi je m'appelle Philippe Joyaux. Et il y a un Pierre Joyaux et un Philippe Joyaux. Donc. Alors cela fait 2 PJ. Et je mettrai longtemps à imposer le H pour écrire l'abréviation de mon prénom. PH.Joyaux. Et pas P.Joyaux. Je réussirai même à obtenir un tampon rouge pour bien souligner la séparation. Aujourd'hui encore, où je m'appelle le plus souvent Solers, l'inscription P.S.PS dans les signatures ou les interviews me dérange.
d'autant plus que cela fait post-scriptum au Parti socialiste. PH, vous dis-je, comme le phi grec, c'est-à-dire, bien entendu, phallus. PJ n'était pas non plus possible, puisque cela donne police judiciaire. J'insiste, PHJ ou PHS. Et tout ça me rappelle la lettre que m'envoie un jour Lacan. Enfin, c'est un passage du livre, le charmant Lacan, puisqu'on parle de psychanalyse, m'envoie un jour un mot à l'adresse, t'envoie un mot à l'adresse de Julia Solers. Alors je lui téléphone et je lui dis, cher ami, il n'y a pas de Julia Solers. Il y a Julia Joyaux, Julia Kristeva, il y a Philippe Joyaux et Philippe Solers. Il n'y a pas de Julia Solers, nous sommes d'accord. Pas plus que je ne m'appelle Philippe Kristeva, sauf pour certaines étudiantes américaines qui, débarquant dans mon studio de temps en temps, me demandent si je suis bien Philippe Kristeva. Et je réponds, of course. C'est vous dire simplement l'importance du nom dans toutes ces affaires. Je me rappelle très bien que Lacan n'a pas été content de mon intervention analytique, qui était pourtant tout à fait raisonnable. Après quoi, il se met à parler de Joyce. Alors, un jour, je lui fais remarquer que son prénom, à lui, Lacan, Jacques, est exactement celui de Joyce en anglais, James. La King James Version, la Bible. Alors, ça ne lui a pas plu. Mais un peu plus tard, alors je lui ai montré simplement, pour lui dire d'où je lui parlais, les 3 premières lettres de mon nom d'état civil, qui sont indubitablement J-O-Y. Joy, ok? Ça l'a interloqué un peu. Enfin, quelque temps après, il voulait qu'on parte ensemble à Venise, ce qui ne s'est pas fait, bien entendu. C'était une parenthèse. Ce nom, ne vous avisez pas, les adultes, de traiter familièrement cet enfant de Fifi, n'est-ce pas? Il vous en coûtera chaque fois une amende. 1 franc de ces temps anciens, 2 pour les récidivistes. Tirelire, banco. Déjà à la liste. Ce nom de Joyaux, avec un X, a d'ailleurs été à la fois une merveille personnelle et une plaie sociale. Dans la mesure où il m'a attiré, surtout à l'époque, une agressivité et des colibés en tout genre. Jean Paulhan, qui a lu mes premiers essais, transmis par Francis Ponge, trouvait que c'était un nom de grand écrivain. Ironie, sans doute, de Malraux à Joyaux. J'ai donc passé mon enfance à l'école à entendre déformer ce joyau en noyau ou boyau, sans parler des apostrophes lassantes des professeurs petits bourgeois. Ce joyau n'est pas une perle. Ou bien, dites-moi, joyau, vous ne brillez pas de tous vos feux aujourd'hui. J'ai remarqué, autre trait d'époque, que les noms systématiquement moqués étaient en général aristocratiques ou juifs. J'étais suspect comme eux, je le reste.